cet épisode de Mythbusters, Adam et Jamie traversent un pont à leur manière Coucou maman! afin de vérifier l'un des plus grands mythes des films d'action. Vous avez entendu? Des explosions! Peut-on vraiment remonter d'un pont 3, 2, 1... en train de s'effondrer? Le sol se dérobe. Pendant ce temps, les éléments se déchaînent, Rentre vite! alors que Carrie, Tori et Grant tentent de briser la glace Voilà la grêle! afin de découvrir si la plus grosse des tempêtes de grêle Mer déchaînée droit devant! est capable de faire couler un bateau. Feu! Je crois qu'on a un problème. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Voilà ce que je veux entendre, soldat! et Jimmy Heineman. Bah ça alors, j'en reviens pas. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron, Oh, c'est dégoûtant! Grant Imahara Qui a commandé une explosion? et Tori Belleci. Découpons cette voiture! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Jamie, t'as fait un peu d'escalade dans ta jeunesse, non? Un peu, oui. Alors écoute, je vais te raconter une scène du film Cliffhanger. Le héros est un alpiniste, joué par Sylvester Stallone. À la fin du film, il traverse en courant un pont suspendu sur lequel les méchants ont posé une bombe. Il déclenche la bombe, ce qui fait exploser l'une des attaches du pont. À ce moment-là, Sylvester, qui était en train de courir, fait 2 pas de plus, prend de l'élan et bondit jusqu'à la terre ferme. Pendant que le pont s'effondre, Voilà, le pont est en train de s'effondrer. ça me paraît bizarre. C'est ce que je me dis aussi, et c'est pour ça qu'on doit faire le test. C'est la scène la plus haletante du film. Une explosion détruit un côté de ce pont et notre héros de haute montagne bondit pour se mettre en sécurité. Mais est-il vraiment possible de faire un saut pareil sur un pont suspendu alors que celui-ci est en train de s'effondrer? Évidemment, je pense qu'on devrait conclure cette expérience en situation réelle. Toi et moi sur un pont qu'on fabriquera et qu'on pourra détruire plusieurs fois. Oui, mais à mon avis, on devrait commencer par quelques petites expériences. Je suis d'accord, peut-être qu'au moment où le pont se met à tomber, il y a quelques instants où l'on peut prendre de l'élan. On peut essayer de tester tout ça avec une maquette. Ça me semble une bonne idée. Les Mythbusters vont donc commencer par tester ce mythe à petite échelle avec un tout petit pont. Voici un pont souple et solide. Un gros boom pour l'explosion, Impeccable. ainsi qu'un vérin à gaz de taille moyenne, J'adore. qui ne tarde pas à vraiment prendre de la hauteur. J'ai l'impression qu'on a trouvé ce qu'il nous faut. Il ne reste plus qu'à tout assembler. On veut déterminer s'il est possible, une fois le pont détaché d'un côté, de prendre de l'élan pour sauter. Voici la maquette à petite échelle que nous avons réalisée pour faire le test. On a fabriqué un vrai pont suspendu solidement fixé d'un côté et relié de l'autre côté à une bobine électrique qui nous permettra de détacher avec précision les fixations de ce côté du pont. Nous avons également un sauteur, constitué d'un cylindre pneumatique qu'on peut également contrôler avec précision. On va pouvoir contrôler tout ça grâce à ces 2 timers, qui nous permettront de faire exploser le pont et de faire sauter notre bonhomme au millième de seconde près. Cette expérience va nous aider à déterminer si ce mythe contient une once de vérité. Et oui, nous allons assister à la reproduction d'une mini-explosion de pont. Mais tout d'abord, il faut procéder à un test pour mesurer la hauteur d'un saut sur un pont bien stable. 3, 2, 1... Notre petit bonhomme saute à une hauteur de 56 cm. C'est pas mal. Ouais. Et Jamie saute sur l'occasion pour présenter son plan. Pour arriver à déterminer le temps qu'on a pour sauter d'un pont qui s'effondre, on va commencer par faire exploser le pont 50 millisecondes avant de faire sauter notre mini Adam. S'il parvient à sauter, on ajoutera 50 millisecondes de plus et ainsi de suite. On fera autant d'essais qu'il faudra, jusqu'à ce que le sauteur ne parvienne plus à sauter. Et ainsi, on déterminera l'intervalle de temps qu'on a pour sauter d'un pont qui s'effondre. Il est maintenant temps de procéder au premier test. Notre mini Adam va sauter exactement 50 millisecondes après l'explosion du pont. Avec un délai de 50 millisecondes dans 3, 2, 1... Clairement, Mini Adam a bien sauté. Mais à quelle hauteur comparée à celle du premier test? T'as vu la petite pirouette? Carrément. Pour le découvrir, nos hommes regardent le ralenti.
C'est incroyable, il a vraiment réussi à sauter du pont malgré sa chute. C'est donc une bonne et une mauvaise nouvelle. Il n'ira pas plus haut. Le sauteur a bien sauté, mais il n'arrive pas à aller plus haut que 25 petits centimètres, moins de la moitié de la hauteur de son saut d'essai. Je crois qu'il est prêt. Alors, que se passera-t-il en doublant le temps de décalage? Prêt? Prêt. Décalage de 100 millisecondes, explosion de pont dans 3, 2, 1... Ça commence à être dur à 100 millisecondes. C'est sûr, mais il y arrive encore. En sautant 100 millisecondes après la chute du pont, Mini Adam a bien réussi à sauter. Mais sa hauteur ne dépasse pas 11 cm et demi. Et quand on augmente encore le décalage, C'est parti avec un décalage de 150 millisecondes, 3, 2, 1... Rien de rien. Ça ressemblait vraiment à rien. avec une fraction de seconde en plus, le pont se dérobe sous les pieds de Mini Adam qui ne peut donc plus sauter. Pourtant, dans Cliffhanger, le héros semble avoir tout son temps pour faire un saut de toute beauté. Oui, mais quand on regarde bien, dans le film, il ne saute pas à la verticale. Il saute en avant. C'est vrai, tu as raison. On va refaire les mêmes tests, mais avec une inclinaison. Voilà. Il semblerait donc qu'il y a un petit intervalle de temps après l'explosion de l'un des côtés du pont, où il est encore possible de prendre de l'élan pour sauter. Mais cet intervalle de temps est extrêmement court, moins d'un sixième de seconde. Cependant, comme l'a fait remarquer Jamie, le héros du film ne saute pas à la verticale, mais en avant. Ça lui donne peut-être un peu plus de temps, ou un avantage d'ordre mécanique. On va en faire l'expérience. Pour respecter le scénario du film, il suffit de changer l'angle de notre bonhomme et de déterminer une nouvelle mesure de comparaison. Il saute super loin. C'est clair. On peut ensuite commencer les tests avec décalage. Bien, allons-y. Saut incliné, 50 millisecondes de décalage. 3, 2, 1... Il saute beaucoup plus loin avec cette inclinaison. On tient peut-être une solution. Décalage de 100 millisecondes, 1 dixième de seconde, c'est parti. Mais en augmentant le décalage entre les deux événements, les Mythbusters remarquent le même phénomène. 150 millisecondes. Plus le décalage est grand, plus la longueur du saut est diminuée. À 150 millisecondes de décalage, notre mini Mythbuster atteint à peine le bout du pont. Les résultats de notre expérience en modèle réduit sont intéressantes, mais pas forcément très encourageants pour la crédibilité du film. On a constaté qu'il est effectivement possible de sauter d'un pont qui s'effondre, mais que ce n'est possible que dans un intervalle de 150 millisecondes. Est-ce que ce laps de temps sera le même sur un pont de 25 mètres de long? C'est ce qu'on va découvrir. Tous aux abris, les amis, une tempête se prépare. Bien, une tempête, ça me plaît. C'est quoi l'histoire, Tori? Tout part d'une légende de pêcheur. L'histoire dit que si une tempête est extrêmement violente, elle peut carrément faire couler un bateau. Quoi? Quel genre de tempête pourrait faire ça? Une tempête avec des grêlons de la taille d'une balle de baseball. Ok, alors est-ce que les grêlons traverseraient la coque du bateau et le feraient couler en perçant des trous dedans? Ou est-ce qu'ils rempliraient le bateau et celui-ci coulerait à cause du poids? Aucune idée. C'est ce qu'on doit découvrir. Ce qui est certain, c'est qu'une tempête de grêle peut être très violente. Rentre vite! Mais un bateau peut-il vraiment faire naufrage à cause d'une simple tempête de grêle? Ou ne s'agit-il que d'une légende de vieux pêcheurs? Bon, déjà, il est clair que les détails de cette histoire restent assez brumeux. Exactement. On ne sait même pas si on parle d'un naufrage dû au trou que perceraient les grêlons dans la coque ou au poids de la grêle qui s'amasse dans le bateau. De toute façon, on va devoir faire le test, donc commençons par la théorie des trous. Mais on va pas attendre une vraie tempête de grêle, donc il va falloir en créer une. On va prendre des grêlons, les projeter à la vitesse du vent et faire le test sur différents bateaux. Super idée! Je peux fabriquer un canon pour projeter les grêlons et vous, pendant ce temps, essayez de savoir s'il existe vraiment des grêlons de la taille d'une balle de baseball. Ça marche. Nos Mythbusters vont donc commencer par examiner la théorie du naufrage par entrée d'eau. La première étape consiste à collecter quelques informations précieuses sur la glace grâce au professeur John Monteverdi. Alors, professeur, on parle de grêle, mais qu'est-ce que c'est exactement? Les grêlons sont des cristaux de glace qui se forment dans la partie supérieure d'un cumulonimbus. Et quand ils sont trop lourds, ils tombent au sol. La légende qu'on est en train d'examiner parle d'un naufrage causé par des grêlons de la taille d'une balle de baseball. Est-ce que ça existe? Oui, tout à fait. Dans cette vidéo, on voit des grêlons gros comme des balles de baseball. Ça vole dans tous les sens. C'est dingue, les grêlons cassent carrément les branches. Vous croyez que des grêlons de cette taille pourraient réellement envoyer un bateau par le fond? À mon avis, il est concevable d'imaginer qu'un grêlon puisse percer un trou dans une coque de bateau, selon le matériau et la vitesse de chute du grêlon. D'après les explications du prof, cette légende pour le moins glaciale pourrait bien être fondée. On peut donc passer à l'étape numéro 2, trouver des grêlons.
Notre météorologue nous a expliqué qu'il n'est pas rare de trouver des grêlons de 5 ou 6 cm de diamètre. Je viens donc ici dans une usine de glace pour faire quelques prélèvements. Avec ça, je me sens dangereuse. Et Carrie n'a pas choisi son bloc de glace au hasard. Ce bloc de glace est complètement transparent. Ça montre qu'au moment de la formation de la glace, l'air s'est infiltré à l'intérieur. La glace transparente est la plus dure qui soit et ça nous donnera donc plus de chance. Maintenant que j'ai la glace, il reste plus qu'à faire des grêlons. Avec le poids, mon morceau de glace devrait petit à petit prendre la forme du moule jusqu'à former une sphère parfaite. Absolument. Grâce à ce moule chauffant, toutes les boules de Carrie sont rapidement formées et prêtes à passer dans le canon de Grant. Chaud devant! Pendant que Carrie préparait les munitions, Tori, lui, s'est chargé de la cible. Allons, moussaillons sur le pont. Voici venir notre galion. Enfin, des cibles. Pour donner sa chance à notre mythe, on a opté pour un bateau à coque simple et choisi un échantillon des matériaux les plus communs pour parer à toute éventualité. Et ces matériaux communs sont le bois, la fibre de verre et l'aluminium. 3 matériaux qui risquent d'être assez durs à percer. C'est là qu'intervient le canon. On a une valve qui sera fixée sur la bonbonne. On aura de l'air comprimé et un très long canon. Espérons qu'avec tout cet attirail, nos grêlons seront aussi rapides que des vrais. Et quand Grant parle de très long canon, il n'exagère pas. Je vais bloquer tout l'atelier avec cette histoire. En effet, plus le canon sera long, plus il y aura de chances pour que nos grêlons en sortent intacts. C'est incroyable, ce truc est immense. Il mesure combien? 12 mètres. Il est maintenant temps de voir si l'idée était bonne en procédant à un tir d'essai. On va tirer des grêlons à différentes vitesses sur différentes coques de bateau. On commence à 130 km/h, c'est-à-dire la vitesse finale d'un grêlon de cette taille. On enveloppe ensuite la boule de glace dans un tissu pour augmenter les chances de garder le grêlon intact. Maintenant, reste à savoir comment le grêlon va vivre sa rencontre avec la plaque d'acier. Prêt pour le test à 130 km/h. C'est parti. Test de calibrage. 3, 2, 1... Oh, rien n'a bougé? Mission accomplie. La boule de glace a survécu au tir à 130 km/h et est arrivée intacte devant la plaque d'acier. Ça fait des paillettes de neige. Cela signifie donc qu'on peut ranger la plaque d'acier et commencer les tirs sur les coques de bateau. Dans le film Cliffhanger, le héros fait un bond en avant alors que le pont sur lequel il se trouve est en train de s'effondrer. Mais chez nous, dans le monde réel, nos Mythbusters ne sont pas en train de sauter de joie. Leur test sur maquette n'a pas été très concluant. Pour le moment, ça ne sent pas très bon pour cette histoire. On a un intervalle de temps durant lequel on a encore un appui. Mais, à mon avis, c'est trop court pour réagir au bruit de l'explosion. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse le test à taille réelle. Parce qu'en augmentant l'échelle, la masse augmente. Et il y a aussi la résistance de l'air à prendre en compte. D'un point de vue physique, beaucoup d'éléments changent. Très bien, alors on va se lancer. On va construire un pont à taille réelle et se jeter à l'eau. Oui. Super. Il est temps de se lancer du haut d'un vrai pont suspendu. Mais nos hommes vont d'abord devoir le fabriquer. Alors, c'est notre pont. Et oui, on vient de nous le livrer. 815 kilos de bois et de câbles. Eh bien, il ne reste plus qu'à assembler tout ça. Allons-y. Nos Mythbusters se mettent au travail. Ils ont un plan en tête pour fabriquer un pont suspendu basique à la Cliffhanger avec des planches de bois pour faire le sol et des câbles d'acier pour les assembler sur toute la longueur. Et pour que tout ça prenne forme, Jamie se sert de son nouveau joujou préféré. Ce truc est génial. Et 1 heure plus tard, vous avez un pont. Un pont de 25 mètres de long et qui pèse un bon poids Pas facile à pousser. et prêt à l'emploi. Je me dis qu'on pourrait se reconvertir dans la fabrication de ponts. Après avoir examiné en détail la scène du film, je crois qu'on a réussi à fabriquer un pont suspendu assez fidèle à notre modèle. Il est constitué de 2 longs câbles de 130 planches de pin qui lui donnent un poids d'environ 700 kilos. Il ne nous reste donc plus qu'à y fixer une main courante, à transporter tout ça sur les lieux, et ensuite on pourra commencer à s'occuper des explosions. Vous avez entendu? Des explosions! Et pour arriver à s'échapper d'un pont suspendu qui explose, les Mythbusters ont l'endroit idéal. On se trouve sur l'un de nos lieux préférés, la cale sèche du chantier naval de Mare Island. Autrefois, c'est ici qu'on entretenait les sous-marins nucléaires. Et nous, on a tourné pas mal d'épisodes ici, par exemple, le pendule de Newton. Mais aussi la saga du tape-fesse. Et aussi Mission Ruban Adhésif numéro 2. Attends, je panique!
Mais aujourd'hui, les Mythbusters vont aller encore plus loin. Au-dessus de cette cale sèche, ils vont devoir tendre leur pont suspendu avant de commencer leur reconstitution de cliffhanger. Notre plan est assez simple. Ici, c'est le côté du pont qui ne va pas exploser. Ce côté-là va rester solidement fixé. On va donc fabriquer une structure en acier pour tenir le pont de ce côté. Ensuite, on descendra le pont, toujours roulé, au fond de la cale, pour pouvoir remonter une extrémité et l'attacher ici. Évidemment. La vie de Adam et Jamie dépend de ce pont. Attention les doigts! Il est donc important de l'amarrer solidement. Mais ce qui risque d'être plus compliqué, c'est de remonter le reste de ce monstre de 25 mètres de long. Pour finir de fixer le pont, la manœuvre risque d'être compliquée. Non seulement il faut remonter l'extrémité, mais il faut aussi tendre les câbles. À toi. Une grue ne peut servir qu'à lever les choses, mais elle n'est pas faite pour tirer horizontalement. Pour remédier à ce problème, on a attaché une corde à notre pont. C'est à toi, Jamie. On va donc le lever grâce à ce chariot élévateur, puis le tirer horizontalement grâce à un pick-up auquel on a fixé la corde du pont. Le chariot élévateur tient, le pick-up tire, et le pont commence à prendre forme. Et après quelques ajustements, nos hommes arrivent enfin à la position parfaite. Recule d'à peu près 1 mètre. Là, ça me semble parfaitement tendu. Et là, nos Mythbusters ont atteint l'équilibre parfait. On a un vrai pont, mais très franchement, je n'ai pas du tout envie d'aller me balader là-dessus. Et si moi je n'ai pas envie, je suis prêt à parier que Jamie n'en a pas envie non plus. Oh là 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 là. Rentre, vite! La grêle peut parfois faire de gros dégâts. Mais peut-elle réellement traverser la coque d'un bateau et l'envoyer par le fond? Carrie, Tori et Grant ont calibré leur canon de 12 mètres de long et ont fabriqué les grêlons qui serviront de munitions. C'est maintenant l'heure du grand combat du grêlon contre l'embarcation. Bon, ça m'a l'air bien. On peut commencer à tirer nos grêlons. La coque en aluminium est la première à servir de cible. Le bateau est perpendiculaire au sol, et le canon, lui, est perpendiculaire au bateau. On est donc dans la même configuration que si la grêle tombait du ciel sur le bateau. On va faire un tir, et on verra les dégâts que ça fait. Le grêlon est enveloppé dans un tissu pour s'adapter plus précisément au tube du canon et il sera tiré à la vitesse finale d'un grêlon. Canon prêt à 130 km/h. Mais est-ce que ce sera suffisant pour percer la coque d'un coup de canon? 3, 2, 1. En un mot, non. Grêlon contre coque d'aluminium à 130 km/h, pas de trou. Non. Le premier tir de grêlon n'a pas même cabossé la coque et encore moins troué. Mais l'aluminium n'est qu'une infime partie de l'expérience. C'est lequel, celui-ci? Celui en fibre de verre. La fibre de verre. La fibre de verre n'est pas aussi résistante que l'aluminium. C'est bon. 3, 2, 1. Mais quand même trop pour le grêlon. Pas de trou, même pas un pet. Suivant. Que va-t-il se passer avec une coque de bateau en bois? Attention, faites place! En plus d'être en bois, cette coque est vieille. C'est bon? On va essayer, on verra bien si ça fait un trou. C'est parti. 3, 2, 1. Mais le grêlon ne fait toujours pas de trou. Ça fait 3-0 pour les bateaux. À vitesse finale, l'énorme grêlon ne fait pas un seul trou. On a tiré nos grêlons à 130 km/h sur chacune des coques de bateau, et on n'a réussi à percer aucun trou. Autant vous dire que ça sent pas bien bon pour ce mythe. Mais imaginons que les grêlons ne tombent pas simplement à vitesse finale, mais qu'ils soient pris dans un ouragan et projetés au sol à 240 km/h. Il faut donc augmenter la mise. Est-ce qu'un ouragan de catégorie 4 arrivera à provoquer un impact suffisant? 3, 2, 1. Pas sur l'aluminium en tout cas. C'est quand même bien plus fort. Carrément. C'est clair. Ni sur la fibre de verre. Ça va pas marcher. Donc pour que ce mythe ne prenne pas l'eau, il faudrait vraiment que la coque en bois se décide à céder. Ça l'a bien abîmé, mais on n'a toujours pas de trou. Jusque-là, c'est le meilleur coup. Mais même la force d'un ouragan n'a pas suffi à percer la coque. On va essayer de monter jusqu'à 480 km/h. Ça correspond à la vitesse du vent la plus élevée jamais enregistrée à l'intérieur d'une tornade. Je sais qu'il n'y a pas de grêle dans une tornade, mais pour vérifier le mythe, il faut qu'on augmente la vitesse. Et bien que cette vitesse soit extrêmement peu probable pour de la grêle, Je monte la pression à 10,7 bars. est-ce que ces 480 km/h vont réussir à faire passer notre boule de grêle à travers une coque d'aluminium? 3, 2, 1. Joli tir, mais toujours pas de trou. Et en fibre de verre? On est à 480 km/h. Sur une coque en fibre de verre. On dirait qu'il neige ici.
À 480 km/h, tout ce qu'a fait ce grêlon, c'est retirer un peu de peinture de la fibre de verre. Mais on n'a toujours pas de trou. 2 des 3 bateaux ont subi le test et on n'a toujours aucun trou, même à vitesse extrême. La dernière chance de ce mythe réside dans la bonne vieille coque de bois. Je sais que 480 km/h, c'est abusé, mais là, je le sens bien. Tout peut arriver. 3, 2, 1. J'ai rien vu. On a fait un trou dans un bateau. Un trou parfait, bien rond. Enfin, à la vitesse extrême d'un vent de tornade, le bateau cède face à la puissance des éléments. C'est de la folie. Mais la lutte était-elle juste? Attendez. Je crois qu'on a un problème. Je crois que le bois est pourri. Ça, c'est vraiment pas de chance. Le combat était gagné d'avance puisque le bois était affaibli. On va devoir recommencer. Il s'agit simplement de viser une zone saine. 3, 2, 1. Incroyable. Ça a traversé? On dirait qu'il y a de sacrés dégâts. Le bois est bien abîmé, mais je crois pas que c'est traversé. Ah ouais, c'est abîmé mais pas percé. Effectivement, c'est pas du tout troué. Et en plus, on a tiré le grêlon à 480 km/h. À 480 km/h, ces boules de glace ont frappé les coques avec une énergie de plus de 700 joules. C'est énorme. Et pourtant, on n'est toujours pas arrivé à faire de trous dans aucune des coques. Ça sent vraiment pas bon pour ce mythe. Pour ce qui est de la théorie du perçage, ce mythe est bidon. Mais ce n'est qu'une moitié de l'expérience, parce que le bateau pourrait aussi couler à cause de la quantité de grêlons. J'y crois pas, il est rempli. Mais est-ce que le simple poids de la grêle pourrait envoyer un bateau par le fond? Revenons-en à notre mythe de cliffhanger, riche en action et en suspense. Adam et Jamie ont tendu un pont suspendu pour vérifier si l'on peut sauter depuis un pont en train de s'effondrer. Ça, c'est un beau pont, mon vieux. J'ai hâte de l'essayer. Je vais faire une promenade d'essai sur le pont suspendu. Et franchement, je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Mais il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Allons-y. C'est le moment de vérité. Adam fait un petit pas pour l'homme et un grand pas pour les Mythbusters. J'ai des fourmis dans les mollets. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Le pont semble tenir bon, mais nos Mythbusters ne sont pas pour autant parés au départ. Le fait de marcher sur ce pont suspendu m'a vraiment fait réfléchir au plan qu'on avait pour cette expérience. Ça me fait un peu peur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent dégénérer dans une expérience aussi énorme. Surtout quand le but, c'est la destruction. Donc, avant de poursuivre, on va discuter et vraiment revoir chaque détail de notre protocole de sécurité. Et pour revoir chaque détail, il faut commencer par vérifier que le système de largage du pont largue effectivement bien le pont à chaque tentative. Tout est bon, c'est parti? Ouais, Et ce n'est pas une mince affaire puisque cette étape implique la manipulation d'explosifs. il faut qu'on arrive à détacher les 4 câbles exactement au même instant. Pour ça, Matt Heron et son équipe mettent en place un mécanisme avec des pétards. Ces petites quantités d'explosifs seront mises à feu grâce à un système électronique pour que tout se passe à la fraction de seconde près. Ça, c'est pour la théorie. Et une fois que les explosifs sont prêts, il est temps de passer à la pratique. Bien, largage du pont dans 3, 2, 1, top! Oh non! Oh non, c'est le mot. Seulement 3 des 4 câbles sont largués, et donc, il y a comme un petit souci. Mais dès l'essai suivant, le pont s'effondre entièrement, complètement, et surtout, sans autre complication. C'est une bonne chose qu'on ait fait un coup d'essai, parce que c'est là qu'on repère les dysfonctionnements. Dans notre cas, il s'agissait de l'un des systèmes de largage qui s'est enrayé. Le pont s'est donc retrouvé mal décroché et de travers. Mais maintenant, c'est à moi de monter sur le pont et de faire ma cascade. Une fois le pont remonté, il est temps pour Jamie de tester le mythe de cliffhanger. Jamie se met en position, et une fois placé, voici comment va se dérouler l'expérience. Pour ce test, je vais commencer à courir à pleine vitesse jusqu'au bout du pont. Lorsque je passerai sur cette planche peinte, À ce moment-là, Matt, notre pyrotechnicien, détachera le pont de ses amarres en faisant exploser les 4 petits pétards. quand j'entendrai la détonation, je ferai 2 pas et je sauterai pour attraper cette planche. Et on verra si j'y arrive ou pas. Et oui, pour que ce mythe soit confirmé, il faut qu'on voit ce « boum, cours, saute ». Mais Jamie a d'autres soucis pour le moment. Allez, Jamie, tout va bien? J'y suis. À mon signal. Attends, Ok.
J'essaie de trouver le bon équilibre. D'accord. Et voilà, on arrive au point de non-retour. C'est bon? Bien, à mon signal. Largage du pont dans 3, 2, 1, top! Pour l'expérience de la tempête de grêle, même un grêlon projeté à la vitesse d'une tornade n'a pas réussi à percer une coque de bateau. C'est abîmé, mais toujours pas de trou. Ouais, Bon, aucun grêlon n'a réussi à faire de trou. La théorie de la pénétration est bidon. complètement. Donc, pour que ce mythe soit vérifié, il faudrait que ce soit le poids de la grêle qui coule le bateau. Bon, je pense que c'est le moment de mettre un bateau à l'eau. On va le remplir de glace et voir combien il en faut pour qu'il coule, si vraiment c'est possible. C'est passionnant. J'ai hâte de connaître le résultat. Moi aussi. Et pour connaître l'issue de cette expérience, la coque en aluminium va passer à l'eau. Mer déchaînée droit devant. Tout est prévu pour une sacrée averse de grêle. On a découvert qu'un grêlon, même projeté à 480 km/h, ne peut pas percer un trou dans un bateau. Mais imaginons qu'on se trouve dans une énorme tempête et qu'une grosse quantité de grêlons s'amasse dans la coque. C'est ce qu'on va essayer de reproduire ici, dans le port de San Francisco. On va commencer par mettre un bateau à l'eau. Impeccable! Et ensuite, on va simuler une énorme tempête et on verra ce qui se passe. Et cette tempête sera possible grâce à un camion réfrigéré et un tapis roulant. C'est bien là. On a là notre énorme tempête de grêle signée Miss Buster. On a des sacs de glace dans un camion réfrigéré à moins 3 degrés. Et on va charger la glace sur le tapis roulant. Et elle sera transportée jusqu'au bateau en espérant qu'il coule. Et quand je vois la taille du bateau, je me dis que ça peut marcher. Sur ces entrefaites, il est temps de briser la glace. Voilà la grêle. Ça en fait des grêlons. On en est déjà à 45 kilos. On sait que le record de chute de grêle en une demi-journée est de 120 cm. 90 kilos et ça continue à arriver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir le bateau au maximum avec nos grêlons. 180 kilos. Si le bateau coule, alors le mythe sera plausible. Mais s'il ne coule pas, alors le mythe est bidon. C'est dingue, il est rempli à ras-bord. Le bateau se remplit, on a presque 1 mètre de glace. Je crois que le bateau commence à s'enfoncer un peu. Mais le bateau reste étonnamment stable. Et Grant a une explication. Je vous explique. La glace qu'on a, ce n'est pas un gros bloc de glace, mais tout un tas de petits morceaux. 230 kilos de grêlons et le bateau flotte encore. Ça veut dire qu'il y a de l'air entre les morceaux de glace, et donc que le volume de glace est moins lourd que le même volume d'eau. On en est à 270 kilos. Mais en revanche, on peut empiler la glace plus haut que le bord de la coque. Donc pour le moment, on ne peut pas trop savoir ce qui va se passer. La glace ne peut donc pas remplir le moindre petit espace de la coque du bateau. Du coup, si nos Miss Buster veulent avoir une chance de le couler, 680 kilos, il flotte toujours. ils vont devoir faire un gros tas de grêlons. La masse supplémentaire parviendra alors peut-être à vaincre la force de flottaison. On vient de finir une palette entière de sacs de glace. 1 tonne de glace! Oui, et le bateau n'a pas l'air prêt à couler du tout. Même rempli d'une tonne de glace, le bateau ne semble toujours pas vouloir couler. Et il ne reste plus qu'à rajouter encore de la grêle. Mais le stock de glace diminue rapidement. Nos Miss Buster risquent-ils de manquer de grêle? Le tapis roulant marche à plein régime et il a déjà déversé plus d'1 tonne de glace dans le bateau. Encore! Et il flotte encore parfaitement. Je pense qu'on a peut-être sous-estimé la quantité de glace qu'il va nous falloir pour couler le bateau. Si c'est le cas, on va avoir du mal à vérifier ce mythe. Les Miss Buster ont prévu suffisamment de glace pour reconstituer la plus importante chute de grêle jamais enregistrée. Mais même ça ne suffit pas. On en est où, Grant? On approche? Ouais, on en est à 1150 kilos et plus que quelques centimètres au-dessus de la surface de l'eau. Et en ajoutant encore un peu de glace, On en est à 2 tonnes. Faut en rajouter un peu vers l'arrière. Voilà, comme ça. le bateau commence finalement à donner de la bande. Et enfin, Il coule. C'est de la folie! On a coulé un bateau avec 2 tonnes de glace. enfin le bateau sombre. Et bien que la quantité de grêlons soit pratiquement surréaliste, la mission est enfin accomplie. On a coulé un bateau avec une tempête de grêle, c'est cool. Mais est-ce vraiment gagné? Je crois qu'on a un problème. Il remonte! Mais pourquoi le bateau ne coule pas complètement jusqu'au fond? Notre bateau sort peu à peu de sa tombe aquatique. Il y a peut-être une poche d'eau. Nos Miss Buster décident alors de donner tout ce qu'ils ont. C'est la fin du stock de glace, ça fait presque 3 tonnes. Et il flotte encore. C'est vraiment incroyable.
Mais pourquoi le bateau est-il remonté? Et pourquoi n'a-t-il toujours pas sombré sous ces 3 tonnes de grêlons artificiels? On a entassé toute notre glace dans le bateau. Ça faisait un tas énorme, le bateau s'enfonçait, jusqu'à ce qu'enfin, le bord de la coque passe sous l'eau. Le bateau a commencé à se remplir d'eau et à couler. Et d'un coup, il s'est mis à remonter. Que s'est-il passé? Eh bien, il se trouve que la glace flotte. Donc, une fois que le tas de glace a atteint la surface de l'eau, c'est l'eau qui a pris le relais pour supporter le poids de la glace, qui a donc cessé de pousser le bateau vers le fond. Lorsque l'eau a inondé le bateau, la glace s'est mise à flotter. Elle a donc cessé de pousser le bateau vers le bas. Le bateau est donc remonté, ce qui veut dire qu'il est impossible pour un bateau de couler sous le poids d'une tempête de grêle. Alors oui, techniquement, on a coulé ce bateau. Mais vous avez vu la quantité de grêlons qu'il nous a fallu? C'est pas réaliste du tout. Et d'ailleurs, notre bateau n'a même pas complètement coulé, alors que c'était une vieille épave. Ce mythe est bidon. Bidon. Mais ne partez pas tout de suite. Ce mythe a encore une dernière carte dans sa manche. Feu! Nous revoilà. On est en train de tester la scène de l'explosion du pont dans le film Cliffhanger. Dans le film, Sylvester Stallone s'échappe après une explosion sur un pont suspendu. La bombe explose, Stallone fait encore 2 pas de plus et saute jusqu'à être en sécurité tout au bout du pont. Tout est en place. On va faire le test à taille réelle. Et à taille réelle, cela implique que Jamie va devoir courir. J'essaie de trouver le bon équilibre. D'accord. Parce que si ce mythe est vrai, C'est bon. Jamie va devoir faire son court saute après la détonation. Bien, à mon signal. Mais lui restera-t-il seulement un sol sous les pieds pour s'élancer? Explosion dans 3, 2, 1, top! Jamie court, le pont explose et en un clin d'œil, Jamie tombe comme une pierre. Jamie, tout va bien? Ça va. Tant mieux. Jamie a-t-il rempli sa mission? En fait, absolument tout ce que j'ai essayé de faire a été stoppé net à l'instant même où j'ai entendu l'explosion. Je ne pouvais plus rien faire. C'était fini. Jamie a raison. À l'instant où les câbles sont coupés, le pont tombe en chute libre et presque immédiatement, Jamie n'a plus aucun support sous les pieds pour courir et encore moins sauter. Est-ce que le timing était bon? Le timing était parfait. Le pont a explosé juste avant que tu atteignes la planche peinte. Et tu n'es pas rentré dans le mur à l'arrivée. Je peux te dire que quand j'ai entendu l'explosion, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Je ne pouvais plus rien faire, à part essayer de m'accrocher. Le mythe du « boum, court, saute » est donc bidon. Mais si on supprime les 2 pas du départ, ce mythe pourra peut-être retomber sur ses pieds. Après la première expérience, on se demande maintenant s'il n'y aurait pas un minuscule intervalle de temps au cours duquel on pourrait s'élancer du pont, même une fois détaché. C'est ce que je vais essayer de voir. Je vais me placer sur le pont à un saut de la dernière planche. Je vais attendre l'explosion. Personne ne va me prévenir avant. Et au moment où je l'entendrai, je vais m'élancer pour attraper la planche. Si j'y arrive, on pourra en déduire qu'il existe un laps de temps infime où il est possible de sauter d'un pont qui s'effondre. Après quelques sauts d'essai, Voilà, comme ça. il est temps de mettre notre nouvelle théorie à l'épreuve. Ça fait peur. Tu es prêt, Adam? Adam ne sait pas à quel moment se produira l'explosion. Je suis en position, je suis prêt. C'est parti. Il se prépare, il se concentre, jusqu'à ce que... Je n'ai rien pu faire. Je n'ai rien pu faire du tout. J'ai entendu l'explosion et il n'y avait plus rien sous mes pieds. Il n'y a pas un instant d'inertie. La chute a été si immédiate et violente que Adam n'a pas eu un instant pour réagir. De mon point de vue, cette histoire ne peut pas faire une scène d'action. J'avais un pont sous les pieds et pouf, plus rien. C'est ce que je te disais. Dès que tu entends la détonation, le sol se dérobe et c'est fini. Tout comme pour le test à échelle réduite, le pont s'effondre quasiment à l'instant où l'explosion se produit. Ça ne laisse pas le temps de réfléchir et encore moins de sauter. Je sais que là, j'ai l'air d'être suspendu au-dessus du vide, mais dans la réalité, je devrais être mort en cet instant. À l'instant où j'ai entendu l'explosion, je n'ai eu le temps de rien faire. Je suis tombé immédiatement. La conclusion semble assez claire. Et oui, aucun doute n'est permis. Une fois que les câbles sont coupés, le pont et ses passagers sont en chute libre. C'est l'équipement de sécurité qui m'a permis de rester en vie une fois de plus. Coucou, maman. Et voici pourquoi.
À l'instant où les câbles sont coupés, toute tension disparaît. Et le pont est alors comme un bout de corde jeté en l'air et n'offre donc plus aucun support à Adam et Jamie pour s'élancer. C'est totalement impossible. Ce mythe est complètement bidon. C'est vrai. Mais tu sais, si j'étais sur un pont et qu'il se passait un truc comme ça, je crois que mon premier réflexe, ce serait de me retenir à la main courante. Tu veux essayer? Eh bien, c'est une solution possible, non? Je crois bien que oui. Allons-y, on essaie. D'accord. Notre mythe est bidon. On n'a toujours pas de trou. Complètement bidon. Ça fait presque 3 tonnes. Et il flotte encore. Vous savez, je crois qu'on a oublié quelque chose d'essentiel. Quoi? On n'a pas essayé de tirer un grêlon sur un bateau dans l'eau. Si je comprends bien, vu que l'eau est incompressible, la coque du bateau est moins souple sur l'eau et donc on a plus de chances de la percer. J'en suis pas sûr, mais je pense qu'on doit essayer. Je suis partant, on essaie. Pour avoir une réponse définitive sur ce mythe et pour procéder au dernier test, rendons-nous à l'usine de contrôle de la qualité de l'eau. On sait ce que vous vous apprêtiez à nous dire. Dites donc, pourquoi vous ne faites pas le test avec un bateau sur l'eau? La situation est différente, les règles de physique aussi. Et vous auriez eu raison, parce que le test qu'on a fait en projetant un grêlon contre la coque d'un bateau a été fait à l'air libre. Et les matériaux avaient donc une certaine flexibilité qui a pu absorber l'énergie subie. Mais l'eau, elle, est incompressible et va donc produire une résistance qui va peut-être nous donner le résultat qu'on recherche. Est-ce que le fait qu'il y ait de l'eau sous la coque empêchera le matériau de fléchir et permettra donc de percer le bateau? Pour le savoir, nos Mythbusters ne reculent devant rien. C'est bon? Pas encore. Pour en venir directement à l'essentiel, nos amis ne testeront que les deux matériaux les moins solides, le bois et la fibre de verre. Prochain arrêt, le canon. Je vous explique le plan. On a un bateau en bois et un bateau en fibre de verre. On va les mettre à l'eau et projeter des grêlons dessus à 480 km/h. Je charge. On verra si c'est suffisant pour faire un trou dans la coque et couler le bateau. Prêt? Feu! Il y a un trou? Je vois pas de trou et le bateau flotte toujours. L'eau a effectivement réduit la souplesse de la fibre de verre. Mais le bateau était encore trop dur pour être percé, même à la vitesse d'une tornade. Il ne reste donc plus qu'un test pour vérifier ce mythe. À l'atelier, l'expérience la plus concluante était celle avec le bateau en bois. On va donc réessayer maintenant. Mais on a pris un autre bateau, puisque le précédent était un peu pourri et abîmé par le premier test. Maintenant, on va le mettre à l'eau. Quelle belle journée pour un tour en barque. Je pense que si on arrive enfin à obtenir un vrai trou, ce sera avec ce bateau-là. Mais si ce bateau en bois n'est toujours pas troué par un grêlon tiré à 480 km/h sur l'eau, On va peut-être le voir couler. alors ce mythe sera bidon, pour de bon. Allez, feu à volonté! Tempête de grêle à 480 km/h contre bateau en bois sur l'eau. Feu! Il y a un trou! On a un trou. Réussi! Ça, c'est ce qu'on peut appeler un vrai beau trou bien rond. Et il coule vite en plus! Regardez, un grêlon à 480 km/h et on a enfin un trou! Effectivement, on a bien un trou, mais bon, 480 km/h, c'est vraiment une vitesse exagérée pour un grêlon. Tori a raison. Aucune tempête de grêle n'a jamais atteint les 480 km/h. Donc pour que ce mythe soit vraiment vérifié, il va falloir essayer avec une vitesse moins élevée et plus réaliste. J'aimerais savoir si la vitesse finale suffirait, 130 km/h. On rebouge ça et on essaie. Ouais! Prêt, Grant? Souvenez-vous, 130 km/h, c'est la vitesse minimale à laquelle un grêlon touchera le sol. Prêt? Feu! On a eu un impact! Négatif pour le trou, il n'y a pas de trou. Cette fois, l'eau située sous la coque n'a pas suffi à la percer. Mais il reste encore une vitesse différente à essayer. Avec des vents descendants, on pourrait arriver à une vitesse de 240 km/h, comme nous l'a dit le météorologue. On a donc réparé le bateau, on va le remettre à l'eau et projeter dessus un grêlon à 240 km/h. Si le grêlon perce la coque, alors, et dans ce cas seulement, on pourra dire que ce mythe est plausible. Rappelez-vous, à l'atelier, ce test a été négatif. L'eau sous la coque du bateau va-t-elle vraiment changer quelque chose? Bien, on a un grêlon à 240 km/h contre un bateau en bois sur l'eau. Tire à mon signal. Feu! On a réussi à faire un trou dans le bateau!
Il prend l'eau! À cause d'un grêlon! Enfin, on a un trou, un vrai. On a réussi, on a fait un trou dans une coque de bateau en bois avec un grêlon. Tout cela vaut bien une petite danse de joie pour le bateau naufragé. On est venu ici pour vérifier s'il est possible pour un bateau, lorsqu'il est sur l'eau, de couler à cause d'une tempête de grêle. On a découvert qu'il faut pour cela un bateau en bois et une tempête de 240 km/h, ce qui est la vitesse la plus élevée jamais enregistrée lors d'une tempête de grêle. Avec ça, on peut percer un bateau. Qu'est-ce que ça montre? Eh bien, ça montre que c'est possible, mais uniquement dans une situation extrême. C'est donc ce qu'on appelle un mythe plausible. Depuis le début de cette émission, on n'arrête pas de tomber d'un pont en essayant d'imiter Sylvester Stallone lorsqu'il saute du pont qui explose à la fin de Cliffhanger. Et ça me chagrine, mais on a complètement échoué. Ce mythe est totalement bidon, c'est complètement impossible. Cependant, Monsieur Heinemann, dans son infinie sagesse, souhaite essayer l'idée suivante. S'il était en train de courir sur un pont suspendu et qu'il entendait une explosion, son premier réflexe serait de se retenir. Que se passerait-il alors? C'est ce qu'il est sur le point de vérifier. C'est donc une solution de survie alternative. Dans le cas d'un effondrement de pont, la meilleure chose à faire est-elle simplement de s'accrocher de toutes ses forces. Pour le savoir, il faut d'abord rembourrer un peu la main courante. Je vous assure que quand je m'accrocherai, ce rembourrage sera bien plus confortable qu'un câble d'acier tout nu. Jamie peut ensuite se mettre en place. Ce qui va se passer, c'est que je vais courir le plus vite possible. Et quand l'explosion se produira, j'essaierai juste de m'accrocher au câble. Et si vous croyez que cette grosse bobine va aider Jamie à se tenir, vous vous trompez. Elle sert juste à l'empêcher de mourir. La mort n'est donc pas au programme, mais le danger reste bien présent, surtout lorsque l'on est suspendu à un pont qui s'effondre à 12 mètres au-dessus d'un sol en béton. C'est une situation assez inconfortable. Je sais que d'un instant à l'autre, le sol va se dérober sous mes pieds. Comme si tu savais que t'allais te casser la figure, mais que tu devais le faire quand même. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est exactement ce que j'ai ressenti aussi. La tension est donc à son comble. Bien, à mon signal. Et ce pont vit ses derniers instants. 3, 2, 1, quand t'es prêt. Et Jamie, surtout, attachez votre ceinture. Ok, c'est parti! Comment ça va? Tout va bien, je me tiens. Ça tient bien? Ouais, Quel homme! Il aura fallu la puissance d'un gorille pour résister à cette chute et éviter un atterrissage brutal. Mais maintenant, une question se pose. Tu peux remonter? Tel un morse sous stéroïdes, Jamie remonte centimètre par centimètre. Mais le pont, désormais à la verticale, ne présente aucune prise pour les pieds. Allez, tu peux le faire! Mais le Heinemann ne s'avoue jamais vaincu. Si t'arrives à la planche bleue, t'es mon héros. Plus que 40 cm. Tu y es presque! Allez, encore un effort! Et pourtant, alors que son objectif n'est qu'à un cheveu, bon. les muscles de Jamie déclarent forfait pour de bon. Si je risquais ma vie, j'y serais peut-être arrivé. Heureusement, c'est pas le cas. Une fois de plus, cette expérience terrifiante s'est parfaitement bien déroulée. À l'instant où notre équipe a largué le pont, Jamie s'est emparé des câbles et s'est retenu de toutes ses forces jusqu'à atteindre la falaise. C'était magnifique! Voilà, cette fois-ci, je pense qu'on a testé tous les aspects de ce mythe, voire plus. On n'a plus besoin de faire sauter ce pont. Ce mythe est plutôt bidon alors. Il est complètement bidon. Je pense que la conclusion, c'est que si vous êtes sur un pont suspendu et que des méchants le font exploser, n'essayez pas de courir ou de sauter. Contentez-vous de vous accrocher de toutes vos forces. Exactement. On remonte? Allons-y.